L'affaire Carlos Ghosn, pouvoir, trahison et les mécaniques de la prise d'otages judiciaire. La fuite de Carlos Ghosn du Japon n'était pas simplement un acte personnel de désespoir, c'était une dénonciation structurelle de l'État qui le poursuivait. Aucun homme convaincu qu'il peut obtenir un procès équitable n'abandonne la salle d'audience pour disparaître à travers les frontières. Sa fuite elle-même démontrait qu'au Japon, un suspect n'est pas jugé mais brisé, non examiné mais condamné, et non confronté à la loi mais au pouvoir. Avant son arrestation en 2018, Ghosn était un homme qui avait remodelé l'industrie automobile mondiale. Il a sauvé Nissan de la faillite, l'a intégré à Renault et Mitsubishi, et a créé un modèle transnational de coopération industrielle. Chaque école de commerce étudiait ses méthodes comme un exemple rare de succès corporatif transnational. Pourtant, chaque correction chirurgicale produit des ennemis. Au Japon, Ghosn n'a pas seulement redressé une entreprise, il a prouvé que l'élite corporative nationale avait échoué. Qu'un étranger sauve un symbole japonais n'était pas simplement un événement économique, c'était une humiliation inscrite dans les bilans. Dès lors, Ghosn a cessé d'être un simple PDG, il est devenu le rappel que le pouvoir avait été secouru de l'extérieur et que la hiérarchie interne avait été exposée comme inadéquate. Ce qu'il avait accompli le rendait intolérable. Sa compétence est devenue son crime, et son arrestation fut la revanche d'une aristocratie corporative blessée. L'élimination de Ghosn a été motivée par la convergence de trois forces, l'ego national, la survie des entreprises et le pouvoir de l'État. Son arrestation n'était pas un accident circonstanciel mais le résultat mécanique d'intérêts qui ne pouvaient plus tolérer sa domination continue. Pour l'establishment japonais, Ghosn incarnait trois menaces simultanées, il les avait humiliés en relançant une entreprise qu'ils avaient laissé dépérir, il préparait à formaliser une fusion qui aurait subordonné Nissan à un siège étranger, et il avait acquis trop de légitimité non seulement comme expert étranger, mais comme dirigeant de facto. Ainsi, le système judiciaire est devenu un instrument de revanche corporative et de fierté nationale. Ghosn n'a pas été arrêté pour des fautes financières, il a été arrêté parce qu'il avait réussi. Le Japon se présente comme une société disciplinée et régie par la loi, et pourtant sa procédure pénale contredit tous les principes de la jurisprudence moderne. Un taux de condamnation de 99%, des détentions prolongées avant mise en accusation, des interrogatoires sans avocat, et la recherche systématique de la confession plutôt que des preuves ne sont pas des caractéristiques d'un procès équitable, ce sont des marqueurs structurels d'une justice autoritaire. Le système fonctionne de manière intentionnelle, l'accusé n'est pas un sujet de droit mais un sujet de discipline. La salle d'audience n'est pas une arène d'argumentation mais une ratification cérémonielle de la prérogative de l'État de décider qui sera sacrifié. En pratique, c'est une justice médiévale enveloppée dans l'électronique 5G, une éthique féodale de subjugation, camouflée par une infrastructure moderne. L'emprisonnement n'est pas une punition après culpabilité, c'est le mécanisme par lequel la culpabilité est fabriquée. La dimension géopolitique ne peut être ignorée. La France, Renault et le gouvernement Macron ont agi avec un calcul délibéré. Paris n'a entrepris aucune démarche diplomatique significative pour protéger le dirigeant qui avait apporté des milliards de valeur à son industrie nationale. Le silence n'était pas un accident, c'était une position. La France avait plusieurs incitations, Ghosn avait dépassé le contrôle de tout gouvernement, une fusion menaçait de subordonner Renault à lui, et les dirigeants qui doivent leur autorité à des réseaux de patronage ne protègent pas ceux qui ont cessé d'être dépendants d'eux. La France n'a pas seulement échoué à défendre Ghosn, elle a tiré profit de son élimination. En permettant au Japon de procéder à son arrestation, l'État français pouvait plus tard reprendre le contrôle de Renault sans le confronter. Le gouvernement de Macron ne s'est pas comporté en protecteur, mais en complice par omission. L'arrestation elle-même fut le point d'orgue d'une action coordonnée où la direction de l'entreprise et les autorités de l'État ont agi de concert. Des figures internes de Nissan ont fourni le récit, les procureurs ont fourni la machinerie coercitive, et l'État a conféré légitimité à ce qui était en réalité une purge de conseils d'administration exécutée sous couvert de loi. Ce n'était pas l'application de la loi, c'était une embuscade institutionnelle déguisée en justice. Ghosn a été arrêté non pas parce qu'il avait violé des règles, mais parce qu'il avait violé des hiérarchies. Compte tenu du modèle japonais de justice des otages, détention indéfinie, confession forcée, condamnation avant procès, rester en détention n'aurait pas été un acte de soumission à la loi mais de capitulation face à un résultat préécrit. Dans de telles conditions, s'échapper n'est pas une fuite devant la justice mais le seul moyen d'éviter une condamnation imposée sans procès équitable. En fuyant, Ghosn a perturbé l'architecture narrative que le Japon avait construite. Un procès aurait abouti à une confession fabriquée et à une condamnation cérémonielle. Sa fuite a fonctionné comme un verdict de facto sur la justice japonaise.
La salle d'audience au Japon n'est pas un forum de droit mais une chambre d'exécution avec des papiers. L'affaire révèle que le Japon fait partie d'un continuum où l'apparence de démocratie et de l'égalité masque la logique sous-jacente du contrôle autoritaire. Historiquement, cela rappelle les régimes fascistes et totalitaires, où la loyauté envers le système prime sur les droits individuels. De nos jours, des schémas similaires existent dans des nations ostensiblement démocratiques qui restreignent les libertés civiles sous prétexte de sécurité. L'affaire Ghosn démontre la fragilité des protections juridiques lorsque fierté nationale, pouvoir corporatif et autorité de l'État convergent. Les institutions qui cachent une logique autoritaire derrière un vernis technologique ou procédural reproduisent inévitablement les abus comme leurs analogues historiques. L'efficacité se paie souvent au prix de la dignité humaine, du procès équitable et de la vérité. En fin de compte, l'affaire Carlos Ghosn est un prisme à travers lequel on peut observer l'interaction du pouvoir, des institutions et de l'intérêt personnel à l'échelle mondiale. Elle transcende la simple faute corporative et la procédure judiciaire, elle est un modèle de la manière dont les élites coordonnent leurs actions à travers les frontières pour protéger leurs privilèges et contrôler les récits. La compétence et le succès seuls ne protègent pas les individus contre les réseaux d'influence qui opèrent au-dessus de la loi. Quand État, entreprises et gouvernements agissent de concert, la loi devient un outil pour maintenir la hiérarchie plutôt que pour rendre la justice. L'affaire Ghosn n'est pas exceptionnelle parce qu'il était coupable ou innocent, elle est exceptionnelle parce qu'elle expose à quel point le pouvoir des élites peut manipuler en profondeur et en toute fluidité les systèmes juridiques et institutionnels pour éliminer toute menace à sa suprématie.